Bonjour à tous, il est 13 h à Abidjan. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 18 octobre. À la une, la couverture maladie universelle avec l'enrôlement de tous les fonctionnaires avant fin novembre. Décision du Conseil des ministres d'hier avec plusieurs autres dossiers sur la table. Et puis cette audience que le vice-président a accordée à une délégation de l'Organisation des Nations Unies. La rencontre a porté sur la coopération entre l'organisation et la Côte d'Ivoire dans le domaine de la consolidation de la paix. « 7,5 milliards de francs CFA pour la reconstitution du couvert forestier dans 8 régions de la Côte d'Ivoire. C'est le budget du Fonds d'investissement climatique. Nous allons le voir tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On commence par cette actualité. Le 18 octobre, date anniversaire de feu le président Félix Houphouët-Boigny. C'est le 113e anniversaire de la naissance du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Nous y reviendrons largement à 20 h. Et puis, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est en visite de travail à Abidjan ce jeudi. Au cours de cette matinée même, il a été reçu au palais présidentiel par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour un entretien sur diverses questions bilatérales et africaines. Nous y reviendrons largement ce soir aussi avec Viviane Aïmé. Pendant ce temps, on revient sur le Conseil des ministres d'hier. Conseil des ministres avec plusieurs décisions pour le bien-être des Ivoiriens. La synthèse avec Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 17 octobre, présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, se tient après la trêve de 3 semaines observée pendant la période électorale. C'est donc à juste titre que le gouvernement, au cours de cette réunion, a fait le point sur le déroulement des opérations de vote et les résultats proclamés par la commission électorale indépendante. Les élections couplées du samedi 13 octobre 2018 ont retenu les dossiers de 88 listes de candidatures aux régionales et 684 listes de candidatures aux municipales issues des formations politiques du RHDP, du PDCI-RDA, du FPI et de candidats indépendants pour 31 conseils régionaux et de 201 conseils municipaux à pourvoir. À l'issue du scrutin, au titre des élections des conseils régionaux, le RHDP a obtenu 18 régions, soit 60% des conseils. Le PDCI-RDA, 6 régions, soit 20% des conseils. Le PDCI-RHDP, 2 régions, c'est-à-dire 6,67% des conseils. Le FPI a obtenu 1 région, soit 3,33% des conseils. Les listes indépendantes pour 3 régions, c'est-à-dire 10% des conseils. Au titre des conseils municipaux, le RHDP a obtenu 92 communes, ce qui équivaut à 46% des conseils. Le PDCI-RDA a obtenu 50 communes, ce qui équivaut à 25% des conseils. Le FPI, 2 communes, ce qui équivaut à 0,1% des conseils. Les listes indépendantes, 56 communes, ce qui équivaut à 28% des conseils. D'un point de vue général, le scrutin s'est déroulé dans le calme. Toutefois, il est à déplorer des incidents par endroits. Et puis, au titre des mesures générales, le Conseil a adopté 3 projets de loi organiques portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Un projet de loi organique déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême. Un projet de loi organique déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation. Et un projet de loi organique déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'État. La Constitution du 8 novembre 2016, reprenant en la matière l'ancienne Constitution,
a institué en Côte d'Ivoire une dualité de juridiction en faisant une nette séparation entre les juridictions d'ordre judiciaire et les juridictions d'ordre administratif. Ainsi, les présents projets de loi organique établissent en complément et en application de la Constitution la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de ces différentes institutions juridictionnelles. Dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables, le gouvernement a adopté de nouvelles règles de gestion des flux financiers dans le secteur de l'électricité. Et puis, ce communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité relatif aux élections locales. Depuis le dimanche 14 octobre 2018, à l'appel de certains candidats, des manifestations de rue sont organisées dans des localités du pays suite à la proclamation des résultats des élections municipales et régionales. Ces manifestations ont donné lieu à des agressions physiques ainsi qu'à des actes de vandalisme et de pillage. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité met en garde tous les auteurs de ces actes et rappelle que toute contestation de résultats des élections doit être portée devant les juridictions compétentes. Tout contrevenant à cette disposition s'expose à des poursuites judiciaires. Et concernant justement ces élections, nous avons annoncé ici hier la conférence du RHDP. Le RHDP appelle au rassemblement de tous les Ivoiriens. Le point avec Sidonie Davila Ouaka. Les élections locales ont donné leur verdict. Le RHDP, parti unifié, sort vainqueur. Il apparaît donc clairement que le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix est la première force politique de notre pays. Aussi, notez que ces élections interviennent à mi-mandat du président de la République et constituent un véritable baromètre très important pour tester de la légitimité des acteurs et du personnel politique en Côte d'Ivoire. Malgré les appels à l'apaisement, des actes de violence dans certaines localités avec de nombreux dégâts matériels et des pertes en vie humaine ont émaillé le scrutin. Le RHDP, parti unifié, déplore et dénonce toutes les dérives constatées sur le terrain. Le RHDP condamne avec la dernière énergie ces actes de violence ayant entaché ce dernier scrutin dans certaines localités et souhaite que le gouvernement fasse en sorte que les auteurs soient recherchés et qu'ils répondent de leurs actes d'incivilité devant la justice. Mamadou Touré et Adam Claude, les porte-paroles du RHDP parti unifié, se prononcent sur les accusations portées ces derniers jours contre le parti. Le RHDP ni le gouvernement n'a actionné la justice contre le PDCI. Ce sont des accusations totalement fallacieuses, je le dis, et que nous dénonçons avec force cette manière donc de faire de la politique et cette manière donc de ramener le débat très bas. Le RHDP continue de croire que malgré toutes ces invectives, notre force reste dans l'union. Désormais leader des partis politiques ivoiriens, le RHDP prône le rassemblement autour des valeurs essentielles que sont la fraternité et la paix pour actionner le développement. Autre actualité, deuxième titre de ce journal, c'est le vice-président Daniel Kablan-Duncan qui a rencontré hier une délégation de l'Organisation des Nations Unies. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la coopération de l'organisation avec la Côte d'Ivoire dans le domaine de la consolidation de la paix sur le sol ivoirien. Jérôme Kofi Aboulé. Ils sont tous au service de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Tous, ils sont membres d'une délégation en mission d'évaluation sur la paix en Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre qu'ils ont rencontré ce mercredi le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan qui, pour la circonstance, représentait le président de la République, Alassane Ouattara. On a utilisé cette opportunité pour transmettre notre gratitude, je parle en tant que président de la Commission pour la consolidation de la paix des Nations Unies, pour tout ce que la Côte d'Ivoire fait pour les Nations Unies, au sein des Nations Unies, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité et en tant que membre vraiment très actif de la Commission pour la consolidation de la paix. C'est un exemple à suivre, des exemples qui peuvent être disséminés dans d'autres pays. La Côte d'Ivoire est pas seulement un pays de l'Afrique de l'Est, c'est un pays très important, c'est un pays avec un grand potentiel, c'est un pays qui donne d'une certaine manière le ton dans la région
et est aussi un contributeur important pour la paix et la sécurité, pas seulement en Afrique, mais au niveau des Nations Unies, parce que vous avez une contribution significative dans les missions de maintien de la paix. Ces responsables onusiens sont en Côte d'Ivoire pour y passer 2 jours à compter de la journée du 17 octobre 2018. L'objet de leur mission est de faire un suivi de la coopération des Nations Unies avec la République de Côte d'Ivoire. Cela dans le cadre de l'appui aux priorités du pays dans le domaine de la consolidation de la paix si chère aux Ivoiriens. Et au niveau de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Centrafrique, le ministre des Sports, Dao Paulin, a été reçu par le président centrafricain, Anne-Marie Nguessan. C'est à 13h30, ce mardi 16 octobre, avant la rencontre Centrafrique-Côte d'Ivoire, que le ministre des Sports, Dao Paulin, a été reçu par le chef de l'État de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra. Les échanges ont duré une vingtaine de minutes et il s'est agi de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Centrafrique. Nous avons échangé avec le président pour lui apporter le message de fraternité, de solidarité du peuple de Côte d'Ivoire, du gouvernement ivoirien et en particulier du président Alassane Ouattara à son jeune frère, le président de la République centrafricaine. L'actualité sportive était également à l'ordre du jour. Nous avons mis en avant que le sport doit être un creuset de brassage fécond entre les jeunes générations africaines. Avant cette rencontre avec le président de la Centrafrique, le ministre des Sports avait rendu visite au représentant spécial du secrétaire général, chef de la MINUSCA, la mission intégrée multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Il était porteur d'un message du gouvernement ivoirien. Le président de la République a promis de s'engager et d'engager la Côte d'Ivoire aux côtés de cette mission pour le succès de la paix, pour consolider la cohésion nationale. Le représentant de la MINUSCA s'est dit honoré et reconnaissant pour cette marque de sympathie de la Côte d'Ivoire. Cette visite aussi est une expression de la solidarité de la Côte d'Ivoire à la République centrafricaine et de surcroît le message d'appui du président Ouattara à l'action des Nations Unies pour le maintien de la paix en République centrafricaine. Donc c'est une visite qui nous honore au plus haut point. Il a également indiqué que pour le système des Nations Unies, la victoire, c'est la paix en Centrafrique. Et parlant justement de la paix ici, nous allons voir maintenant cette étude qui a été menée par une fondation en vue de mieux cerner les problèmes liés à la sécurité et à la paix sur le continent. Il y a eu même une publication sur le sujet, nous dit Sidonie Davila. L'Union africaine face aux défis de la paix et de la sécurité. Préparer un avenir stable. C'est le titre de la nouvelle publication de la Fondation Konrad Adenauer. La 3e du genre examine les défis sécuritaires et de paix que rencontre l'Union africaine. On a vu que l'importance de ce thème de la sécurité est très grande. On a besoin de solutions régionales et pas nationales. Et pour cette raison, on a fait les études pour poser la question quelles sont les solutions régionales et quels sont les rôles des organisations régionales et internationales sur l'Afrique subsaharienne. Dr Aïcha Pemboura et le général Fernand Amoussou, tous deux co-auteurs de cet ouvrage, ont au cours de la cérémonie de lancement présenté la méthodologie de l'étude et relevé quelques recommandations faites. Nous avons souhaité une clarification du rôle de l'Union africaine, de ses relations avec les communautés économiques et régionales. Nous avons souhaité aussi que les communautés économiques et régionales continuent de mettre plus l'accent sur les questions économiques parce que nous avons estimé que les difficultés économiques, le sous-développement constituent aussi des facteurs d'insécurité. Plusieurs personnalités étaient présentes lors de cette cérémonie de lancement. Elles ont également apporté leur contribution à l'étude de la Fondation Konrad Adenauer. Créée en 1955, cette fondation, présente dans 120 pays à travers le monde, est engagée dans l'éducation, dans la coopération internationale pour la paix, la liberté et la justice. On s'intéresse à la lutte contre le racket. Sachez que les barrages non autorisés contribuent à la cherté de la vie. C'est l'information essentielle après la séance de travail entre le commissaire du gouvernement et les acteurs du monde du transport et les unités de lutte contre le racket. Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Le tribunal militaire d'Abidjan, l'observatoire de la fluidité des transports,
L'unité de lutte contre le racket et les acteurs du transport fédèrent leurs énergies pour lutter contre le racket. Fléau qui, selon le commissaire du gouvernement, le colonel-major Ange Kessi Benakwame, fait perdre à l'État de Côte d'Ivoire 100 milliards de francs CFA. La lutte contre la racket est une des préoccupations journalières du tribunal militaire. Et chaque 3 mois, nous faisons le point avec l'OFT et l'ULCR pour voir quelle stratégie adopter pour renforcer la lutte contre la racket, parce qu'il faut que nous le disions, les Ivoiriens en ont marre. Le racket a tellement persévéré, a tellement prospéré, que très souvent, certains disent « ça ne va pas aller quelque part ». Et ce terme « ça ne va pas aller quelque part » est très insultant, parce que ça encourage ceux qui se livrent au racket à persévérer. Pour le procureur militaire, la lutte contre la corruption et le racket se poursuivra afin de mettre hors d'état de nuit tout agent des forces de défense et de sécurité qui se fera coupable de cette infraction. Ce qui justifie d'ailleurs, selon lui, le déploiement de ses collaborateurs dans les villes et contrées du pays, à l'effet de démanteler les barrages non autorisés. Par ailleurs, le magistrat militaire Ange Kessi Kwame annonce l'ouverture très prochaine d'une session dans le but de juger 119 éléments de forces de défense et de sécurité poursuivis pour des faits de racket. L'actualité, c'est aussi des experts du monde de la communication et des médias qui sont à Grand-Bassam pour élaborer le document politique national de la communication et des médias. L'objectif de cet atelier est de doter la Côte d'Ivoire d'un outil qui permettra de développer la presse, l'audiovisuel, les nouveaux médias et la communication publicitaire, nous dit Issayo. La Côte d'Ivoire, bientôt dotée d'un document de politique nationale de la communication et des médias, PONACOM. Des experts du secteur sont à Grand-Bassam pour élaborer une stratégie en vue de développer les domaines de la presse, de l'audiovisuel, des nouveaux médias, de la communication publicitaire et le porte-parole. Les modèles économiques des médias ont largement évolué. Il est également plus facile de créer n'importe quel support, et je peux même dire sans autorisation et quasiment sans grands moyens, avec un rayonnement transfrontalier. La liberté technologique impose un contenu qui ne respecte pas forcément les règles déontologiques. Nous vivons en somme une dictature de l'instant et surtout du sensationnel. Dans un tel environnement, comment garantir un équilibre général qui permette à nos médias de bénéficier pleinement de ce que les nouvelles technologies offrent en termes d'opportunités, tout en préservant l'âme et l'équilibre des différents métiers de l'écosystème ivoirien afin que les médias remplissent effectivement leur mission de régulateur social. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire va se doter d'un tel document. L'initiative est donc saluée par le ministre Bruno Nabagné Koné, représentant le Premier ministre. La Côte d'Ivoire qui gagne doit d'abord gagner avec le secteur de la communication et des médias. Cela est logique parce que vous avez, entre autres, le devoir de relayer tout ce qui se fait pour la transformation de notre pays. C'est pour cela que nous continuerons d'accorder une attention toute particulière à l'épanouissement de nos médias. Je voudrais donc ici réitérer notre volonté, celle du gouvernement, de toujours nous appuyer sur la responsabilité collective, celle qui donne à notre pays l'énergie pour se développer et pour préparer l'avenir en toute confiance. Le document de politique nationale de la communication et des médias en voie d'élaboration prendra en compte la période 2018-2023. Cette rencontre des experts de la communication s'achève ce vendredi à Grand-Bassam. Et 7,5 milliards de francs CFA du Fonds d'investissement climatique pour mener des activités pour la reconstitution du couvert forestier dans 8 régions de la Côte d'Ivoire, notamment le Onzi, le Moronou, le Cavali et la Nawa. Le point avec Grace Kando. La Côte d'Ivoire bénéficie de 7,5 milliards de francs CFA, un financement du Fonds climatique exécuté par la Banque mondiale pour mettre en œuvre le programme d'investissement forestier sur la période 2018-2023. Il consiste à conserver et augmenter le stock forestier au sein de 14 forêts classées au centre et dans le sud-ouest du pays
ainsi que le parc national de Taï. Ce sont les régions où les activités humaines et industrielles ont beaucoup d'impact sur la déforestation et la dégradation des forêts. Les forêts classées de ces zones ont été complètement envahies par des opérateurs agricoles, notamment même par des exploitants forestiers. Et donc, l'effet de la déforestation et de la dégradation des forêts se fait davantage sentir dans ces zones-là. On a perdu à peu près 80% de notre couvert forestier et nous devons reconstruire cette forêt. Et cette fois-ci, la nouvelle approche, c'est de permettre aux paysans, à ceux qui sont habitués à la forêt, leur permettre de pouvoir reboiser la forêt, de pouvoir reconstruire cette forêt. La Côte d'Ivoire s'est engagée à reconstituer son couvert forestier de 20% d'ici à 2030. L'OIPR et la SODEFOR sont les deux structures d'exécution de ce projet. Depuis longtemps, la SODEFOR a rédigé beaucoup de plans d'aménagement. Malheureusement, nous n'avions pas les ressources pour pouvoir les mettre en œuvre. Je crois que c'est en cela que ce projet est une excellente opportunité pour nous, pour pouvoir expérimenter tout ce que nous avons rédigé de façon théorique et ensuite expérimenter également l'association des populations à la protection de la forêt, mais également aux activités de reboisement. Le Fonds d'investissement climatique s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale REDD+, qui vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. C'est un constat dans ce trésor, le site historique communément appelé Abondoukou, maison de Samori, a longtemps constitué une curiosité touristique et culturelle. Des milliers de visiteurs de passage dans la ville ont pu découvrir cet ouvrage bâti depuis plusieurs siècles. Aujourd'hui, ce joyau des temps anciens tombe en ruine. Reportage Serge Collier. Cet édifice est vieux de 3 siècles, selon Aboubacar Touré, arrière-petit-fils du bâtisseur. D'après les vieux, ils ont dit que la maison a été construite vers 1800. C'était une maison endormie. Le vieux recevait les étrangers dedans. Située dans le quartier de Magalasso, on l'appelle ici Maison de Samori Touré, pour évoquer le passage du résistant ouest-africain Abondoukou. En réalité, ce n'est pas la maison de Samori. La maison appartient à Boukari Touré, un des chefs du quartier. Aux allures de mosquée de type soudanais, comme on en voit encore à Tombouctou au Mali, l'ouvrage ancien est d'une curiosité architecturale. Quand on a trouvé les maisons là très jolies, les gens venaient visiter. Bon, maintenant, ça tend à tomber, bon, ça nous fait mal. Pendant des décennies, le bâtiment a attiré de nombreux touristes et fait la fierté de Bondoukou. Comme la maison est dégradée comme ça, d'autres viennent, ils restent au dehors là, ils tirent des photos. Avant, ils viennent demander permission, ils rentrent dedans, ils visitent, tu vois. Oh, maintenant, personne ne vient comme ça. Aujourd'hui, le bâtiment tombe en ruine. Chez nous, on ne s'occupe pas des monuments. Normalement, nos autorités devaient le réhabiliter pour en faire vraiment un patrimoine national. Dans certaines pièces, on trouve même des préservatifs qui en disent long. En 1990, le ministère de la Culture avait envoyé des gens pour restaurer. Bon, à part ça, après 5 ans maintenant, ça commence à être dégradé. Avec l'aide de bonne volonté, Aboubacar Touré a initié une collecte de fonds. Une contribution de 1000 francs CFA pour sauver la maison. L'homme a également le regard tourné vers les autorités compétentes. Pan essentiel du patrimoine culturel et touristique de Bondoukou, ce monument représente à lui seul 3 siècles d'existence qui risquent de disparaître si rien n'est fait pour restaurer l'image d'un des rares sites historiques de Bondoukou encore en vie. Et c'est possible d'utiliser le chocolat pour réaliser des portraits. Un jeune peintre ivoirien l'a fait en France. C'est d'ailleurs sa passion. Patricia Oumouetia. L'agrotourisme met en relation des producteurs agricoles et des touristes ou des excursionnistes, permettant ainsi à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production à travers l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte.
Des touristes curieux de s'initier à l'agriculture ainsi qu'à la découverte de nouveaux produits, notamment le processus de transformation du cacao en chocolat. Ici, dans ces ateliers, Paul, maître chocolatier, nous explique le processus. Le beurre de cacao, c'est une matière grasse exceptionnelle. Elle ne coupe pas les riz. Une histoire qu'il continue de raconter à travers le monde entier dans tous les salons de l'industrie touristique. Des rendez-vous importants pour les acteurs du tourisme qui ont toujours suscité la participation de notre pays, la Côte d'Ivoire, à ces salons. Avec son chocolat, le stand ivoirien est toujours pris d'assaut par des files de dégustation. Le chocolat, certains le dégustent, d'autres le travaillent. C'est le cas d'Elo, portraitiste, jeune ivoirien qui vit en France depuis 2001. Fruit de l'école des beaux-arts d'Abidjan, il réalise des portraits avec du chocolat. C'est M. Soumé qui m'a fait participer en 2001 au salon du chocolat. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de créer un dessin avec du chocolat. Oui, les gens aiment bien parce que c'est quelque chose d'original. C'est rare de voir quelqu'un qui dessine avec du chocolat. Et donc les gens apprécient beaucoup, oui. Il y a de l'engouement en tout cas. Oui. Aujourd'hui, à l'occasion du Salon professionnel du tourisme de Paris, Elo se retrouve sur le stand ivoirien pour faire montre de son savoir. 30 minutes chrono pour faire le portrait de la représentante du ministre du Tourisme à ce salon. Depuis l'enfance, c'est quelque chose qui s'est fait inconsciemment et à la suite, il m'est venu que voilà, je peux en faire mon métier, quoi, je peux en vivre. Je travaille beaucoup sur le visage. Oui, parce que je suis portraitiste et sinon, voilà, ma peinture, c'est ça. Beaucoup sur le visage. Photocopie ou copie conforme? Je suis très impressionnée. Le portrait est très ressemblant. En plus, fait à partir avec du cacao. Et ce sont des activités qui sont à encourager. Des personnalités, des célébrités ont vu leur visage immortalisé par Elo avec le chocolat. Les portraits à base du chocolat sont aussi durables que ceux réalisés avec des pinceaux et des crayons, explique Elo. Environ 50 € pour un portrait avec ou sans la photo. Elo affirme qu'il gagne bien sa vie. Grâce au chocolat, bien sûr. Ici, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli à l'inspection générale des finances pour renforcer la collaboration entre les deux structures pour un bon fonctionnement de l'administration ivoirienne. Dans le domaine du sport, l'agence Business France a rencontré les membres du ministère des Sports, Marilyn Dasso et Samuel Metch. 9 entreprises françaises réunies au sein de Business France sont actuellement à Abidjan. Objectif, proposer leur expertise dans différents domaines, allant de la construction des infrastructures sportives à la vente d'équipements sportifs, avec en ligne de mire la CAN 2021 organisée par la Côte d'Ivoire. Après les exposés des structures ivoiriennes, les représentants français ont donné plus de détails sur leurs réalisations déjà exécutées et celles en cours, en ce qui concerne les grands événements sportifs mondiaux. Cette rencontre aujourd'hui s'inscrit dans la continuité. Il y a eu de nombreux échanges entre la France et la Côte d'Ivoire précédemment. Notamment, le ministère des Sports a été représenté à très haut niveau aux rencontres internationales et grands événements sportifs à Paris depuis 2 ans. Cette année encore, le 3 décembre, nous espérons la présence du ministre d'en haut. C'est une continuité des échanges. Il y a eu de fortes collaborations l'an passé dans le cadre des Jeux de la francophonie. Et si on se projette sur l'avenir, eh bien évidemment, on regarde 2021 et on regarde la CAN. Donc aujourd'hui, c'est une rencontre où on espère que les 9 entreprises qui sont présentes ici vont pouvoir initier des partenariats, non seulement avec les autorités publiques ivoiriennes, mais aussi avec des entreprises pour développer la pratique du sport en Côte d'Ivoire. C'est par une visite guidée du stade Félix Houphouët-Boigny que cette rencontre s'est achevée. Business France est l'agence nationale au service de l'internationalisation de l'économie française. L'agence dispose de 1500 collaborateurs en France et dans 64 pays. L'actualité hors de nos frontières pour terminer. En Éthiopie, le Premier ministre a été félicité par les institutions internationales, dont l'Union africaine, pour la parité totale dans son gouvernement, 10 hommes et 10 femmes. Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Hervé Blé. Merci de votre fidélité. On se retrouve ce soir à 20h.